Dossier numéro 2, un dossier très important qui va nous permettre de discuter de la bronchiolite. Alors, question numéro... Donc, on vous racontait toute une observation sur un enfant qui était âgé de 10 mois et donc qui présentait une petite gêne respiratoire qui augmentait progressivement associée à un peu de fièvre. Alors, première question, quel est votre diagnostic pour Nicolas et justifiez-le. Donc, le diagnostic ici était le diagnostic de bronchiolite du nourrisson. Alors, avant de continuer de répondre à la question, refaisons juste un point bref sur ce qu'est la bronchiolite. Eh bien, la bronchiolite, comme vous le savez, c'est tout d'abord une infection virale, principalement due au VRS. Donc c'est une infection virale, principalement due au VRS. Voilà le premier élément. Cette infection virale due au VRS, elle va avoir comme conséquence physiopathologique, qui va être à l'origine de la plupart des signes cliniques, d'entraîner une inflammation bronchique. Et c'est cette inflammation bronchique, secondaire à l'infection VRS, qui va entraîner la plupart des signes cliniques. Troisième élément important pour pouvoir parler d'une bronchiolite du nourrisson, comme on l'a dit au dossier numéro 1, cela s'appelle bronchiolite du nourrisson, donc il faut absolument que cela touche un nourrisson. Si vous savez ces trois choses, alors vous êtes capable de faire facilement et de justifier facilement le diagnostic de bronchiolite. 1. Pour parler de bronchiolite, c'est une infection virale à VRS. Donc, il y a un syndrome infectieux associé à des prodromes, associé à une notion de contage, à une période épidémique, avec un syndrome infectieux à type de fièvre, plus ou moins petite rhinite, une petite pharyngite. Premier élément. Deuxième élément, c'est associé à des signes d'inflammation bronchique et donc d'obstruction bronchique. Donc nous avons des signes fonctionnels à type de toux, à type de dyspnée, et nous avons des signes physiques à type de polypnée. Dans les obstructions bronchiques, eh bien, on a une gêne respiratoire qui est expiratoire, associée à des signes de lutte expiratoire, associée à un tirage susternal susclaviculaire, mais aussi un tirage intercostal, puisque nous avons affaire à un obstacle au niveau des voies aériennes inférieures. Et puis, à l'oreille, on entend un bruit qui s'appelle le wheezing, qui est un bruit expiratoire. Et à l'auscultation, on a la présence de sibilants, plus ou moins de ronchis. Et parfois, lorsque la bronchiolite se transforme en bronchio-alvéolite, avec une petite atteinte des alvéoles, on a une petite présence de crépitons. Donc, les signes d'inflammation bronchique. Troisième élément important, il faut que nous ayons affaire à un nourrisson, donc à un enfant de moins de 2 ans. Avec ça, eh bien, vous avez l'ensemble de la justification qui vous permet de parler de bronchiolite. Si nous reprenons donc la correction que nous avons faite, eh bien, les arguments en faveur étaient donc 1. Le terrain avec un âge inférieur à 2 ans, indispensable pour pouvoir parler de bronchiolite, sinon on ne peut pas parler de bronchiolite. D'un point de vue épidémiologique, un contage infectieux, un frère enrhumé, une période épidémique, des prodromes, un syndrome infectieux avec de la fièvre, donc ce contexte d'infection virale, et enfin des signes d'obstruction des bronchioles avec une gêne respiratoire expiratoire, des signes de lutte expiratoire avec un tirage intercostal, des wheezing et des sibilants à l'auscultation. Dernier point important, un argument négatif. Il n'y a aucun argument en faveur d'une pathologie cardiaque, c'est important parce qu'une décompensation cardiaque secondaire à une infection virale peut parfois mimer le tableau de bronchiolite, donc bien penser à cet argument négatif. Question numéro 2. On vous demandait quels sont les éléments présents dans l'observation et que vous recherchez dans le cas de Nicolas qui vous ont permis de décider un traitement ambulatoire. Alors, petite parenthèse, il existe une conférence de consensus sur la bronchiolite. Il faut absolument que vous alliez lire cette conférence de consensus parce que dans cette conférence de consensus, dont l'adresse vous est donnée à la fin du dossier, donc vous pouvez aller la chercher, mais sinon il suffit juste de marquer conférence consensus bronchiolite sur Google et vous allez la trouver. Vous allez trouver soit l'argumentaire, soit les recommandations. Allez voir seulement les recommandations, mais il faut absolument que vous alliez les lire. Dans ces recommandations, eh bien, on vous dit sur quoi
porter le diagnostic de bronchiolite? Et deuxièmement, quels sont les éléments qui permettent de traiter en ambulatoire une bronchiolite ou quels sont les critères d'hospitalisation d'une bronchiolite? On vous dit troisièmement, quand est-ce qu'il faut mettre un antibiotique? Quatrièmement, quel est le traitement du patient? Donc vraiment, il faut connaître cette conférence de consensus sur le bout des doigts. C'est ce que nous allons voir ici. Et donc, quels sont les éléments qui permettent de décider d'un traitement ambulatoire? Alors, avant de répondre à cette question, d'une manière générale, savoir quels sont les éléments qui permettent de décider un traitement ambulatoire ou pas, eh bien, ça revient exactement au même que de dire quels sont les signes de gravité propres à cette pathologie. Et alors, d'une manière générale, en pédiatrie, eh bien, lorsqu'on parle de critères de gravité ou de critères qui vont nous permettre de dire j'hospitalise ou je traite en ambulatoire mon patient, il y a plusieurs grands items dont il faut parler. Le premier, c'est le terrain. Il y aura toujours des éléments propres au terrain qu'il faudra évaluer et qui nous feront décider plutôt de l'ambulatoire ou de l'hospitalier. Deuxièmement, évidemment, il y aura des signes. Et alors ces signes, eh bien, ce sera des signes de mauvaise tolérance respiratoire, ce sera des signes de mauvaise tolérance hémodynamique, ce sera parfois des signes de mauvaise tolérance neurologique, et puis ensuite ce sera des signes de mauvaise tolérance propres à la pathologie, ici par exemple des signes de mauvaise tolérance d'infection. Et puis ensuite il y a deux choses un peu spécifiques à la pédiatrie. Un, on évalue toujours le contexte psychosocial, c'est-à-dire que si l'on pense que c'est une pathologie qui doit être surveillée et que le contexte psychosocial fait que le patient ne pourra pas bien être surveillé à domicile, ça peut être une indication à l'hospitalisation. Et quatrièmement, on regarde toujours chez l'enfant eh bien, ce qu'il en est de l'alimentation. Un enfant qui va avoir des vomissements, qui va avoir une intolérance digestive, qui ne s'alimentera pas ou qui mangera moins que 50% de ce qu'il prend d'habitude, ou qui aura eu une perte de poids importante sur la courbe de croissance, eh bien ce sera toujours une indication à hospitaliser, quelle que soit la pathologie. Pour ce qui est du terrain, reparlons maintenant de la bronchiolite. Quels sont donc les critères pour la bronchiolite qui font que l'on hospitalise? On a dit d'abord un des critères de terrain. Alors il faut se souvenir quand même d'un critère. Il y a toujours l'âge, et dans la bronchiolite, c'est un âge inférieur à 6 semaines. Celui-là, il faut s'en souvenir, il faut le connaître. Donc, un âge inférieur à 6 semaines. Et puis, un âge corrigé supérieur à 34 semaines d'aménorrhée, un prématuré qui est né avant 34 semaines d'aménorrhée, ou un âge corrigé qui est inférieur à 3 mois, mais ça, c'est moins important. Et puis, dans le terrain, eh bien aussi, tous les patients qui vont avoir des antécédents de pneumopathie ou de cardiopathie sous-jacente. C'est logique, on a un problème de détresse respiratoire. Donc toutes les pathologies cardiaques ou pneumo qui vont pouvoir venir se surajouter à ça peuvent poser souci. Donc voilà les critères à avoir. Parmi les signes respiratoires, eh bien, on va avoir les signes d'hypoxie. Donc un patient eh bien, qui va avoir une fréquence respiratoire supérieure à 60. Et ça encore, il faut aussi se souvenir de cette valeur. Un patient qui va avoir une cyanose, un patient qui va avoir une saturation inférieure à 94%, il faudra l'hospitaliser. Par contre, les signes de lutte ne font pas partie des signes qui entraînent une hospitalisation ou pas. Un patient qui va avoir des signes d'hypercapnie et des sueurs devrait être hospitalisé. Un patient avec une mauvaise tolérance hémodynamique devrait être hospitalisé. Un patient avec un aspect toxique montrant une infection sévère devra être hospitalisé. Un patient avec des problèmes psychosociaux devra être hospitalisé, et un patient pour lequel eh bien, l'alimentation n'est pas possible avec une déshydratation supérieure à 5% ou avec des vomissements devra être absolument hospitalisé. Donc, deux choses à retenir de cette question. Un, d'une manière générale, que vous le sachiez ou pas, lorsque vous allez répondre à une question « faut-il hospitaliser un patient » ou évaluer la situation de gravité d'un patient, toujours penser à parler du terrain avec toujours un âge et toujours des antécédents de pathologie associés à la maladie dont on vous parle, toujours des signes de mauvaise tolérance respiratoire, hémodynamique, puis propres à la pathologie, toujours des problèmes psychosociaux et toujours des problèmes d'alimentation. Et pour ce qui est de la bronchiolite, eh bien, ces critères-là, on les retrouve, mais ils sont bien détaillés dans la conférence de consensus, et c'est ceux qui sont dans cette correction. Il faut vraiment les connaître par cœur, parce que ce sont ces critères-là qui font que l'on décide de l'hospitalisation ou pas. On passe à la question
Numéro 3, donc ce patient, eh bien, on décide de ne pas le traiter en ambulatoire. Faut-il lui donner des antibiotiques ou non? Eh bien, ici, il n'y avait pas d'indication à une antibiothérapie. Pourquoi? Parce que c'est une pathologie virale. Alors, dans la conférence de consensus, on nous donne quand même 3 critères d'indication à une antibiothérapie. C'est lorsque l'on suspecte une surinfection bactérienne, eh bien, c'est lorsque le patient a 38,5 ou plus pendant plus de 48 heures, lorsque le patient a une otite moyenne aiguë associée ou lorsqu'il a une cardiopathie ou une pneumopathie sous-jacente. Dans ce cas-là, on mettra de l'augmentin parce que les germes ne sont pas exactement les mêmes germes que l'on retrouve dans les pneumopathies. En tout cas ici, donc, pas d'indication à une antibiothérapie. Question numéro 4. On vous demandait quel était votre traitement. Eh bien, le traitement est un traitement donc ambulatoire. Ici, il n'y avait pas de traitement étiologique et le traitement est strictement symptomatique. Là encore, dans la conférence de consensus, on nous donne les 5 ou 6 mesures indispensables à la prise en charge d'une bronchiolite en ambulatoire, en sachant que le principal élément important de traitement de la bronchiolite, c'est surtout de surveiller le patient et de voir si mon patient ne pénètre pas dans les signes de mauvaise tolérance et donc dans les signes d'hospitalisation. Donc mon traitement, c'est 1, maintenir une bonne hydratation. Deuxièmement, faire une DRP, une désobstruction rhinopharyngée. Petite parenthèse, DRP, ce n'est pas une désinfection rhinopharyngée, mais c'est une désobstruction rhinopharyngée avec du sérum physiologique. Troisièmement, arrêter le tabagisme passif, aérer la chambre à 19 degrés. Et puis, prendre en charge la fièvre, on verra ça dans le dossier numéro 4. Et enfin, la kinésithérapie respiratoire avec une technique d'accélération du flux expiratoire. Dernier élément, la surveillance de l'efficacité et de la tolérance du traitement. Et c'est ça le plus important du traitement. Et il faut le noter tel quel. Il faut surveiller que le patient doit reconsulter s'il refuse de s'alimenter, s'il change de comportement, s'il y a des troubles digestifs ou s'il y a une aggravation respiratoire, parce que là, il nécessitera peut-être une hospitalisation. Je réinsiste là-dessus, la kinésithérapie respiratoire, ce n'est pas du tout important. Il y a plein de pays, dont les États-Unis, où on n'en fait pas dans la bronchiolite. Ça ne change pas grand-chose à la prise en charge de mon patient. La seule chose qui est importante, c'est de reconsulter si apparaît un de ces 4 critères, le refus d'alimentation, le changement de comportement, les troubles digestifs ou l'aggravation respiratoire. Question numéro 5. Donc, on vous dit que 4 jours plus tard, eh bien, il revient. Cette fois, l'état respiratoire du patient est franchement moins bon et on vous demande, eh bien, il n'a bu qu'un tiers de ses biberons et on vous demande, est-ce que vous prescrivez des examens complémentaires? Et si oui, qu'en attendez-vous? Donc ici, oui, il faut prescrire une radiographie de thorax en sachant que cette radio, 1, elle peut être normale. Deuxièmement, elle peut montrer des signes en faveur du diagnostic positif. C'est principalement des signes indirects avec une distension thoracique ou un épaississement péribronchique. Mais surtout, on fait cette radio pour rechercher des complications d'une bronchiolite. Donc soit un foyer de surinfection, soit un pneumothorax, soit une atélectasie. Et puis enfin, on recherche le diagnostic différentiel de insuffisance cardiaque en mesurant l'index cardiothoracique. La radiographie de thorax n'a comme principal objectif que d'éliminer une complication et de rechercher un diagnostic différentiel. Elle ne sert à rien dans le diagnostic positif de bronchiolite qui est exclusivement clinique. Quelles sont les indications de la radio de thorax devant une suspicion de bronchiolite? Comme on l'a dit, 1. Lorsque je suspecte une bronchiolite, aucun intérêt à la radiographie de thorax pour le diagnostic positif. Je ne vais donc faire une radiographie de thorax que si ma bronchiolite est grave ou si ma bronchiolite a une durée trop importante. Pourquoi? Parce que dans ces 2 cas, je suspecterai soit un diagnostic différentiel, une insuffisance cardiaque, soit une complication, on l'a dit, pneumothorax, atélectasie ou un foyer de surinfection. Donc, 1. Si ma bronchiolite est trop grave. Comment savoir si elle est grave ou pas? C'est simple. Ce sont les signes qui indiquent une hospitalisation. Toute bronchiolite qui est hospitalisée, c'est que donc il existe des signes de gravité. Il faut faire une radiographie de thorax pour être sûr qu'il n'y a ni complication ni diagnostic différentiel. Deuxièmement, toute bronchiolite qui va durer trop longtemps, c'est-à-dire plus que 7 à 10 jours, là encore, je me dois de faire une radio pour être sûr qu'il n'y a ni complication ni élément en faveur d'un diagnostic différentiel. Pour une bronchiolite que je traite en ambulatoire de moins de 7 jours, pas de radiographie de thorax, elle ne me sert
à rien. Question numéro 6, on vous demande quel est votre traitement. Eh bien, tout comme lorsque l'on traitait en ambulatoire, il n'existe aucun traitement étiologique de ma bronchiolite. Elle durera entre 4 et 10 jours et il faut attendre que cette bronchiolite passe. Donc je ne vais juste que aider mon patient. Soit il a été hospitalisé parce qu'il y avait des difficultés à respirer et qu'il était hypoxique et je vais mettre de l'oxygène. Soit il avait des difficultés alimentaires et dans ce cas-là, je vais soit faire une nutrition entérale, qu'on appelle le gavage gastrique en pédiatrie, soit faire une hydratation de mon patient. Dès que mon patient, même s'il n'a pas encore guéri de sa bronchiolite, n'a plus besoin d'oxygène et arrive à s'alimenter tout seul, eh bien il sort de l'hôpital et il termine sa bronchiolite à la maison. Donc mon traitement, eh bien, c'est une hospitalisation en urgence, un isolement respiratoire, et puis un traitement symptomatique avec de l'oxygène, le maintien d'une bonne hydratation, on l'a dit, soit par un gavage gastrique, c'est-à-dire une nutrition entérale, soit, si le gavage gastrique ne passe pas bien, par un arrêt alimentaire et une hydratation intraveineuse. Et puis, les mêmes mesures qu'avant, la désobstruction rhinopharyngée, la prise en charge de la fièvre et la kinésithérapie respiratoire. Et puis, qu'est-ce que je vais surveiller? Eh bien, on le dit, comment se passe l'état respiratoire de mon patient, donc ma fréquence respiratoire plus, ma saturation, mes signes de lutte, l'auscultation, et puis l'état hémodynamique de mon patient, sa fréquence cardiaque principalement, sa tension artérielle, son état cutané, et puis, dernier point, la prise alimentaire. Lorsque tout ça est redevenu normal, mon patient peut sortir de l'hôpital. Quels sont les critères d'hospitalisation en soins intensifs? Alors, il n'existe pas de critères consensuels et ça devient un peu spécialisé, mais grossièrement, lorsque mon patient reste hypoxique malgré des fortes doses d'oxygène, premièrement, et lorsque mon patient est hypercapnique et lorsqu'il existe des troubles de la conscience. Après, c'est modulable en fonction des endroits, mais grossièrement, voilà ce qu'il faut retenir. Question numéro 7, on vous dit 48 heures après, alors que l'état de Nicolas s'améliore, eh bien, votre externe vous dit que le résultat de VRS est négatif. Et donc, quel diagnostic devez-vous évoquer au regard de ce résultat? Eh bien, le fait que la recherche de VRS est négative, cela ne veut pas dire que ce n'est pas une bronchiolite. Le diagnostic reste inchangé. C'est toujours une bronchiolite avec deux possibilités. Soit c'est un faux négatif et que c'est une bronchiolite à VRS, soit eh bien, c'est une bronchiolite à un autre virus. Il y a énormément de virus qui peuvent donner des bronchiolites, comme l'adénovirus, les virus influenza et para-influenza, les rhinovirus, les entérovirus. Tout ça pour dire que la recherche de VRS lorsque l'on suspecte une bronchiolite ne sert à rien dans la prise en charge de mon patient. Elle n'est faite que dans les CHU à titre de recherche et à titre de suivi épidémiologique des virus qui donnent des bronchiolites. Mais pour la prise en charge de mon patient, rechercher le VRS ne permettra ni d'affirmer ni d'infirmer le diagnostic, donc à ne pas faire sauf pour de la recherche ou pour un suivi épidémiologique. Y a-t-il une différence de gravité entre les bronchiolites à VRS et les autres virus? Oui, potentiellement, on dit que les bronchiolites à VRS sont un peu plus sévères que les autres bronchiolites. Donc plutôt oui. Question numéro 8. On vous dit qu'il y a à nouveau un nouvel épisode de gêne respiratoire. C'est donc le 3e épisode pour Nicolas. Quel est votre diagnostic et quelles sont les principales différences dans la prise en charge par rapport à celle de l'épisode précédent? Donc eh bien, ici, on a affaire à une crise d'asthme. Cette crise d'asthme, eh bien, elle est secondaire à une probable infection virale qui donc va révéler un asthme du nourrisson. En pratique, dans la prise en charge à court terme, d'un point de vue diagnostique, ça ne change rien, on ne fait rien de plus. Par contre, d'un point de vue thérapeutique, puisqu'on a affaire à un asthme, on va donner des pétadomimétiques de courte durée d'action et une corticothérapie par voie générale pour faire céder la crise d'asthme. D'un point de vue à moyen terme, d'un point de vue diagnostique, eh bien, on va faire un bilan d'asthme du nourrisson. Alors, le bilan d'asthme du nourrisson, eh bien, c'est un examen clinique à la recherche d'un diagnostic différentiel d'asthme du nourrisson et une radiographie de thorax systématique. Et d'un point de vue thérapeutique, il faudra discuter la mise en place d'un traitement de fond. À partir de combien de bronchiolites considère-t-on qu'il s'agit d'un asthme du nourrisson? Alors on parle en tout cas d'asthme du nourrisson à partir du 3e épisode sifflant. Alors faisons une petite parenthèse pour comprendre quel est le lien entre bronchiolite et asthme du nourrisson. Première chose, ce que je vais vous raconter ici, c'est un tout petit peu vulgarisé, les choses sont un peu plus complexes que ça. Mais malgré tout, ça vous permet de comprendre un peu l'idée générale
de cette relation entre bronchiolite, asthme du nourrisson et pourquoi à partir de la troisième on dit c'est un asthme du nourrisson alors que la deuxième c'est une bronchiolite. Avant de parler de la relation, il faut reparler juste brièvement de l'asthme. Alors l'asthme, pour les nuls, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une inflammation chronique des bronches. C'est ça l'asthme, d'accord? C'est une maladie qui entraîne une inflammation chronique des bronches. Cette inflammation chronique des bronches, eh bien, elle va avoir deux conséquences. La première, c'est que comme j'ai de l'inflammation chronique, eh bien, il m'existe à l'état basal une obstruction bronchique, d'accord? Puisque j'ai ma bronche ici, j'ai constamment de l'inflammation, donc j'ai constamment des sécrétions dans ma bronche et donc le calibre est un peu réduit. Il y a donc une obstruction bronchique chronique. Généralement, elle est modérée, voire légère et donc elle ne dérange pas mon patient. Par contre, lorsqu'il doit mobiliser énormément d'air, par exemple lorsqu'il fait du sport ou lorsqu'il rit, eh ben, ça peut un peu gêner la mobilisation de l'air et le patient tousse. Quel est le meilleur moyen cliniquement pour évaluer cette obstruction bronchique de base? Eh bien, c'est le débit expiratoire de pointe ou le peak flow. D'accord? Le patient souffle et ça permet de voir grosso modo comment évolue son obstruction bronchique de base. Deuxième conséquence de mon inflammation chronique des bronches, eh bien, cette inflammation chronique entraîne une hyperréactivité bronchique. Qu'est-ce que c'est que l'hyperréactivité bronchique? L'hyperréactivité bronchique, eh bien, c'est le fait que lorsque je suis asthmatique, eh bien, certains stimuli vont entraîner la contraction de ma bronche, c'est-à-dire la bronchoconstriction. Moi qui ne suis pas asthmatique, je n'ai pas d'hyperréactivité bronchique. Lorsque je vais être face à un stimulus, il ne va rien m'arriver. Mais le patient qui est asthmatique, face à ce stimulus, à cause de cette inflammation chronique bronchique, il peut y avoir une bronchoconstriction de ma bronche. Qu'est-ce que ça fait? Une crise d'asthme. La crise d'asthme, c'est cette bronchoconstriction. Quels sont donc les stimuli qui peuvent entraîner une hyperréactivité bronchique chez un patient qui est asthmatique? D'abord, tous les allergènes, d'accord? Alors, ça, vous verrez dans votre cours d'asthme, mais grosso modo, il y a les trophallergènes et les pneumallergènes. Ce sont principalement les pneumallergènes. Parmi eux, nous avons les pollens, les animaux, les moisissures, les acariens, etc., etc. Deuxième type, eh bien, ce sont les infections. Et que ces infections soient virales ou bactériennes et qu'elles soient des voies aériennes supérieures ou des voies aériennes inférieures. Un patient qui est asthmatique, le fait de faire une rhinopharyngite peut entraîner une crise d'asthme. Un patient qui est asthmatique, le fait de faire une otite ou une pneumopathie peut entraîner une crise d'asthme. Et puis ensuite, eh bien, vous le savez, il y a le tabac, il y a la pollution, et puis il y en a d'autres comme le froid, le reflux gastro-œsophagien, etc., etc. Donc, un patient qui est asthmatique va pouvoir faire une crise d'asthme qui va être déclenchée par une allergie, par une infection, par du tabac, par de la pollution, etc., etc. Et lorsqu'un patient fait une crise d'asthme, je dois poser toujours la question, quel a été le facteur déclenchant de ma crise d'asthme? Une fois, dernier point, quelle est la sémiologie d'une crise d'asthme? Eh bien, la sémiologie d'une crise d'asthme, ça va être des signes d'obstruction des bronches. Et vous le savez, dans une bronchiolite, eh bien, nous avons là aussi des signes cliniques d'obstruction de bronches. Donc, la clinique d'une crise d'asthme et la clinique d'une bronchiolite est assez similaire sur le plan respiratoire. Dernier point, quel est le facteur le plus fréquent déclenchant de crise d'asthme chez l'enfant? De façon très majoritaire, ce sont les infections et principalement les infections virales des voies aériennes supérieures. Ce qui veut dire que la plupart des crises d'asthme de l'enfant sont des crises d'asthme fébriles associées à un syndrome infectieux viral. Ainsi, cliniquement, eh bien, la sémiologie est identique entre une crise d'asthme fébrile secondaire à une infection virale et une bronchiolite, puisqu'on a à la fois des signes d'obstruction bronchique et des signes d'un syndrome infectieux viral. Donc cliniquement, il est impossible de faire la différence entre une crise d'asthme fébrile et une bronchiolite. C'est de ce problème-là qu'est parti le concept de asthme du nourrisson, ou bien la différence entre bronchiolite et asthme du nourrisson. Pourquoi c'est important de faire la différence quand un patient fait soit une crise d'asthme, soit une bronchiolite? On l'a vu dans la bronchiolite,
aucun traitement particulier, à part une surveillance, tandis que dans la crise d'asthme, je dois donner de la ventoline, je dois donner des corticoïdes Péros, et ensuite je dois me poser la question d'un traitement par corticothérapie au long cours. Donc il faut faire cette différence, puisque la prise en charge de mon patient est différente. Alors, en gros, il y a 3 types de patients avant l'âge de 2 ans. Il y a des patients qui ne sont pas asthmatiques, d'accord, qui vont faire une première bronchiolite, qui va être traitée, qui vont faire une deuxième bronchiolite, puis ensuite, qui vont avoir plus de 2 ans et qui ne vont plus rien faire. Ensuite, il y a un deuxième type de patients, ce sont des patients qui ne sont pas asthmatiques non plus, qui vont faire une première bronchiolite, qui vont faire une deuxième bronchiolite, qui vont faire une troisième bronchiolite, une quatrième, et puis ensuite, eh bien, ils vont arrêter puisqu'ils vont passer la limite des 2 ans, et donc on sait qu'après 2 ans, impossible de faire des bronchiolites. Et puis enfin, il y a des patients qui sont asthmatiques, et ces patients asthmatiques, eh bien, ils vont d'abord faire une première crise d'asthme fébrile, puis, qui peut d'ailleurs être déclenchée par le VRS, puis une deuxième crise d'asthme fébrile, puis une troisième, puis une quatrième, et qui vont continuer après l'âge de 2 ans. Toute la question est de savoir comment faire la différence entre ces patients-là et ces patients-là. Ceux-là, il faut les traiter leur crise par de la ventoline et il faut donner un traitement au long cours pour essayer d'empêcher les crises qui apparaissent, tandis que ceux-là, ça ne sert à rien de les traiter au moment de la crise et surtout, un traitement au long cours ne sert à rien puisque c'est des patients qui n'ont pas d'asthme. Alors, il a fallu faire un choix et donc d'un point de vue épidémiologique, on a dit, on coupe ici. Moins de crises, je considère que ce n'est pas de l'asthme. Plus que de crises, je considère que c'est de l'asthme. Alors, parmi ces patients qu'on a considérés comme asthme du nourrisson, il y a une partie de ces patients, ceux-là qui en fait n'ont pas vraiment un asthme du nourrisson, et au bout de 2-3 ans, on voit qu'ils n'ont pas fait de crise, et donc on les a traités un peu trop, mais par excès, et on arrêtera le traitement, et ces patients ne deviendront absolument pas asthmatiques plus tard. Par contre, ça permet de traiter assez précocement tous les patients qui ont de l'asthme. Voilà d'où vient cette différence entre bronchiolite et asthme du nourrisson. Donc, à partir du 3e épisode sifflant, on considère que c'est de l'asthme du nourrisson, mais parmi les patients qui ont de l'asthme du nourrisson, certains ne sont pas franchement asthmatiques, par contre d'autres le sont.